Je m'appelle Agnès Sinaï, je suis journaliste spécialisée en environnement. Ça fait près de 20 ans maintenant que je fais ce métier. Et puis par ailleurs, depuis une dizaine d'années, j'enseigne à Sciences Po à Paris, où j'ai initié un cours sur la décroissance. Et enfin, en 2011, j'ai fondé, avec quelques amis, un laboratoire d'idées qui s'appelle l'Institut Momentum sur l'Anthropocène et ses issues, qui a publié une série d'ouvrages collectifs et qui a mis en valeur certains auteurs qui contribuent aujourd'hui au débat sur l'effondrement et la décroissance. Est-ce que vous voyez un lien entre la croissance et l'aliénation des individus aujourd'hui? L'aliénation, c'est effectivement la difficulté pour les individus de prendre en main leur propre vie, d'épanouir leur créativité, de maîtriser leur temps et de se le réapproprier. Et on vit dans une société qui est quand même productiviste, qui nous enjoint à travailler pour produire, pour gagner sa vie, pour optimiser son temps, pour être dans l'efficience, et toutes ces injonctions permanentes à l'efficacité, finalement, ne sont pas épanouissantes et donc sont des facteurs d'aliénation. Aujourd'hui, on se déplace, on se chauffe, on se nourrit, on consomme des biens. Bref, notre civilisation est extrêmement gourmande en énergie. Est-ce que vous pourriez revenir sur le concept de grande descente énergétique et puis les moyens d'y faire face? L'idée de la descente énergétique, c'est que dès maintenant, nous sommes en train d'atteindre un palier énergétique. On sait que la fourniture de pétrole conventionnel a atteint son pic et que les consommations additionnelles de pétrole actuellement proviennent de pétrole difficile à extraire, de pétrole lourd, etc. Tout ça, on le sait. Et du coup, on sait que cette descente énergétique est fatale, puisqu'il arrivera un moment où aller à 8 km de profondeur dans des forages offshore ou aller extraire du pétrole en Arctique, ça va devenir peu rentable pour les investisseurs qui d'ailleurs s'essoufflent actuellement. Et donc devant nous, il y a la nécessité d'anticiper tant pour des raisons strictement extractives, donc qui tiennent à la difficulté d'atteindre ces ressources énergétiques, que par la contrainte climatique qui nous enjoint à laisser les fossiles sous terre absolument. Donc ce double étau nous invite à imaginer une descente énergétique qui serait autre que catastrophique, donc à la préparer, donc à nous sevrer nous-mêmes et collectivement de ce besoin de perfusion d'énergie fossile qui actionne actuellement nos sociétés industrielles. Donc en quoi consiste la descente énergétique non catastrophique, puisqu'il y a deux scénarios. Donc soit on l'a subi. Soit on l'a subi et on va s'effondrer parce qu'on est dépendant de l'énergie fossile. Notre société de croissance est sous perfusion d'énergie fossile à 90%, ce qui est énorme. Donc soit on reste dans cette trajectoire d'hyperconsommation, d'hypermobilité, d'hyper-loisirs, de tourisme en Thaïlande et de navires de 15 étages pour faire des croisières dans la Méditerranée. Donc soit on reste dans des dépenses superflues d'énergie, soit on s'oriente vers une sorte de sobriété assumée collectivement et on se fixe des trajectoires progressives de sevrage énergétique de manière délibérée, démocratique. On se fixe des seuils chaque année qui vont descendre progressivement et qui auront la double vertu de nous affranchir de cette dépendance et de nous apprendre à vivre de manière plus sobre et peut-être aussi plus égalitaire par rapport aux consommations d'énergie actuelles qui sont finalement très inégalitaires. Donc en gros, c'est la décroissance planifiée ou la barbarie, quoi. En gros, c'est la décroissance planifiée et concertée, puisqu'on a encore le temps de se concerter, puisqu'on est encore dans des situations où la société fonctionne et où on peut donc organiser des états généraux
de la descente énergétique dans toutes les régions, par exemple. À l'occasion du débat national en cours, on pourrait aussi donner une certaine visibilité particulière à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, tant énergétique que climatique, et en sollicitant un débat qui poserait des enjeux autrement qu'à travers la croissance verte et les recettes habituelles de ce qu'on nous vend comme une transition énergétique et qui en fait n'est pas une politique de rupture, c'est une politique au contraire qui ménage à la fois les lobbies pétroliers et les lobbies de l'électricité, en l'occurrence EDF. C'est très difficile, on le voit, de réformer aujourd'hui parce qu'il y a des grandes entreprises en France et ailleurs qui détiennent le contrôle de l'énergie. Donc évidemment, organiser la descente énergétique citoyenne, ça demanderait d'actionner un débat citoyen massif, qui est déjà d'ailleurs en cours et qui va se renforcer avec les mobilisations des lycéens, on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Bref, tous ces éléments de mobilisation citoyenne, il faudrait qu'ils puissent alimenter un débat d'abord sur comment organiser cette grande descente énergétique, pour éviter qu'elle ne soit effectivement planifiée ou subie. D'où vient le concept de décroissance en lui-même et quelles sont ses valeurs intrinsèques ? Le concept de décroissance provient de la réflexion d'un économiste qui a failli avoir le prix Nobel d'économie, qui s'appelait Nicolae Georgescu-Roegen, qui venait de Roumanie, mais qui travaillait aux États-Unis, qui était connu dans les années 70. Et en 1971, il a écrit une somme de plusieurs centaines de pages qui s'appelait la loi de l'entropie dans le fonctionnement de l'économie. En fait, Nicolae Georgescu-Roegen a identifié ce facteur d'entropie, c'est-à-dire d'épuisement irréversible des énergies fossiles, comme étant un facteur de déclin inéluctable des économies industrielles. Il a modélisé le lien intrinsèque entre l'économie des sociétés industrielles et la quantité colossale d'énergie fossile nécessaire à actionner les économies industrielles. Et il en a déduit que les économies industrielles allaient fatalement décliner. Il emploie le mot de decline, qui, dans la traduction qui lui a été donnée par Jacques Greenwald, qui a donc édité les œuvres de Nicolae Georgescu-Roegen en France et en français. En fait, c'est Jacques Greenwald qui, en 1979, a traduit le mot de decline par le mot de décroissance en publiant un ouvrage donc, qui s'appelait La décroissance et qui était la traduction de l'œuvre de cet économiste roumain. Puis ensuite, il y a eu l'émergence de la décroissance à travers les casseurs de pub, à travers le magazine Silence, qui a consacré un numéro spécial à la décroissance dans les années 90. Et ce mot a pris un certain essor à partir des années 2000-2010, avec des auteurs aussi, j'oubliais André Gortz, qui a été le deuxième auteur qui a utilisé le mot de décroissance dans ses écrits sur l'écologie. Donc ce mot a émergé d'abord dans les années 70 et puis là rencontré un revival à partir des années 2000. Est-ce qu'on peut se dire qu'il faudrait présenter la décroissance comme notre meilleure assurance vie contre l'effondrement pour la rendre audible et séduisante ? Je pense qu'en effet, l'effondrement ne doit pas être dépolitisé. L'effondrement suscite son antidote qui est en effet pour moi la décroissance. Voilà. L'effondrement, c'est une décroissance subie et accélérée et exponentielle. Et nous, ce que nous proposons, c'est d'investir cette réalité de la décroissance, parce que c'est une fatalité du système, puisque nous vivons à l'intérieur de limites planétaires, limites des écosystèmes, limites des ressources. Donc la décroissance est une réalité physique, c'est la réalité des limites, mais c'est aussi une prise de conscience politique de ces limites. C'est une forme d'écologie radicale d'ailleurs, qui se fonde sur le constat de ces limites et qui en prend acte et qui propose, à partir de ce constat et de cette profonde modification du regard porté sur nos sociétés,
C'est un pas de côté qui nous permet de nous représenter qu'on va dans le mur et qui nous permet aussi d'imaginer un ensemble d'alternatives politiques à ce qui nous conduit dans le mur. Donc il y a une double entrée dans cette notion de décroissance, à la fois la conscience des limites, mais aussi la proposition d'un horizon de sobriété et un ensemble de politiques qui permettraient d'atténuer le choc de l'effondrement. Est-ce qu'on a encore le temps de planifier une décroissance ou est-ce qu'elle sera forcément subie ou violente? J'imagine que si vous militez pour la décroissance, c'est que vous y croyez encore. Je pense que ce champ de la décroissance ne fait que commencer à être investi par des réflexions, par des penseurs. Le débat ne fait que commencer autour de la décroissance. On a semé des graines et on voit que le débat est en train de prendre. Donc je ne suis pas pessimiste. Je pense que les choses peuvent s'accélérer. On l'a vu d'ailleurs à travers l'émergence des discussions autour de l'effondrement. Je pense qu'autour de la décroissance, le mot va être de moins en moins tabou, puisque la réalité va confirmer les faits, et que plus la réalité va confirmer le fait qu'on va dans un mur climatique, et on ne peut pas vivre dans un monde dégradé par une économie folle, eh bien les alternatives vont être de plus en plus crédibles. Je pense donc qu'il faut continuer à travailler la société au corps, à produire des réflexions, des livres, à faire des conférences, à discuter, et que petit à petit, même si la majorité ne se ralliera pas à cette idée de la décroissance, c'est une minorité active qui va travailler la société et faire passer des propositions, dont certaines d'ailleurs sont déjà expérimentées. Et à un niveau plus global, comment est-ce qu'on peut imaginer organiser une décroissance énergétique? Comment on planifie ça? Est-ce qu'il faut passer par des rationnements, par exemple? Parce que là, on parlait de l'échelon individuel, mais à l'échelon national, par exemple. La proposition, par exemple, d'une carte carbone allouée à chaque individu majeur en France a déjà été testée en Angleterre. En tout cas, en Angleterre, ça a été une proposition politique qui a failli être instaurée. Et donc la décroissance propose en effet d'attribuer à chaque personne majeure un quota annuel d'énergie fossile, tant de litres d'essence ou tant de quantité d'équivalent d'émissions de carbone. Alors l'avantage, c'est que chacun détient le même quota. Il n'y a pas d'arnaque. Et du coup, il n'y a pas de sentiment d'injustice. Il y a une égalité et une transparence. Alors vous allez dire, c'est totalitaire. Non, puisque ça peut faire l'objet des états généraux de la décroissance et du rationnement énergétique qu'on pourrait organiser dans chaque région et à l'issue duquel on se mettrait d'accord sur un point d'équilibre à atteindre pour progressivement basculer vers un système post-fossile, donc voilà, avec des trajectoires qui seraient fixées sur 10, 15 ans, 20 ans, où chaque année, eh bien, ce quota d'énergie individuelle décroîtrait progressivement et de manière, encore une fois, strictement transparente et égalitaire. Et on pourrait imaginer racheter des quotas d'émissions de carbone à d'autres citoyens? Et l'intérêt de ce système, c'est qu'il est non seulement égalitaire, mais que c'est une forme de monnaie, puisque quand je suis un citoyen qui consomme peu d'essence, par exemple, ou qui n'a pas une grande maison à chauffer avec une grosse cuve de fioul, ou qui n'a pas un SUV pour circuler en ville, ou qui n'a pas des besoins énormes finalement en énergie fossile, eh bien, bon, en général, je suis un citoyen plutôt pauvre quand je suis dans ce cas-là. On sait, d'après les statistiques, que les déciles les plus modestes sont aussi ceux qui consomment le moins d'énergie, alors que la fraction la plus riche de la société consomme beaucoup d'énergie fossile, voyage beaucoup, a des grosses voitures, etc. Mais avec ce système, ça n'empêchera pas les riches d'acheter des crédits carbone et de continuer à polluer, finalement.
Les riches pourront en effet acheter des crédits carbone, mais leur pollution sera quand même plafonnée au final. Et ils ne pourront pas accumuler et stocker ces crédits. Au bout d'un an, il faudra quand même stabiliser et décroître. On ne va pas spéculer sur des émissions de crédit. On sera quand même dans une enveloppe globale fixe et non négociable et non spéculable et non stockable. On ne pourra pas faire du banking de crédit carbone comme on le fait actuellement avec les marchés carbone internationaux. Donc l'enveloppe va décroître et ça va faire mal, évidemment, à certains, mais ça va aussi faire parler. Ça va aussi être une expérience. Alors, on pourrait déjà expérimenter ça à l'échelle de territoires volontaire. Et comment redonner de la valeur à ce qu'est l'énergie comme ressource finalement on l'utilise de manière complètement anodine tous les jours, mais comment on pourrait lui redonner de la valeur? Déjà, comment redonner de la valeur à l'énergie? Déjà par effectivement cette allocation d'énergie plafonnée, ce serait une manière de se rendre compte que l'énergie n'est pas illimitée et qu'une fois qu'on la brûle, c'est irréversible, hein, c'est pas renouvelable. Les énergies renouvelables aujourd'hui ne sont que totalement marginales dans le système. On a beaucoup de mal à faire basculer les transports, par exemple, vers des énergies renouvelables. D'ailleurs, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que c'est beaucoup trop compliqué et qu'on n'aura pas assez de photons photovoltaïques. Il faudra quand même faire tourner des centrales à charbon pour produire de l'électricité dite verte. Bref. Comment donner une valeur à l'énergie en rendant visible aussi le parcours de l'électricité depuis un interrupteur jusqu'à ce qu'il y a en amont cet interrupteur. D'où vient l'électricité? Est-ce qu'elle vient de l'uranium extrait au Niger? Est-ce qu'elle vient du charbon extrait en Chine ou aux États-Unis ou en Australie? On devrait enseigner dans les collèges le parcours des ressources qui arrivent dans nos interrupteurs ou dans nos assiettes. Et c'est intéressant de voir que la permaculture, par exemple, n'est pas seulement une technique de jardinage. En fait, c'est l'apprentissage des métabolismes énergétiques qui entretiennent et qui font tourner nos sociétés. Donc, enseigner la permaculture aux collégiens, leur enseigner qu'on vit dans un système complètement métabolique où voilà, ça circule dans des veines et ces veines, ce sont des câbles, ce sont des fils, ce sont des tuyaux, ce sont des pipelines, ce sont des pylônes et tout ça, ça constitue un métabolisme extraordinairement complexe. Métabolisme signifiant pour... Métabolisme comme un organisme dans lequel circulent des réseaux dans lesquels circulent des flux. Voilà, le métabolisme, en effet, c'est un ensemble de flux et de réseaux. Et la conscience des réseaux dans lesquels nous vivons, c'est quelque chose de très important. Et c'est un premier pas vers la prise de conscience qu'il faudrait pouvoir se débrancher aussi de ces réseaux. Le grand débranchement, c'est aussi une notion qui est importante pour la décroissance. Je sais qu'avec l'Institut Momentum, vous avez développé le concept de biorégion et fait une simulation à l'échelle du territoire de l'Île-de-France. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu plus ce concept? Donc nous avons imaginé une région Île-de-France sans voiture à l'horizon 2050. Et pour débarrasser l'Île-de-France de ces voitures, on a imaginé un scénario de relocalisation où les habitants d'Île-de-France auraient beaucoup moins besoin de se déplacer et en plus, s'ils avaient besoin de se déplacer, on pourrait utiliser des trains régionaux, des vélos et la marche à pied. Mais ce scénario de biorégion Île-de-France, on l'imagine après un effondrement ou bien dans la perspective d'une très forte décroissance de la mobilité, soit par planification politique, soit parce qu'un effondrement aurait eu lieu.
Donc l'effondrement qu'on imagine, c'est une forme d'arrêt de la mondialisation, c'est aussi une forme d'exode urbain. On imagine que la population de l'Île-de-France, en gros, est divisée par deux. Les gens partent, surtout ceux qui ont les moyens de partir, les plus riches, parce qu'ils ne supportent plus la pollution, parce que les conditions climatiques sont devenues extrêmes, parce que le prix de l'immobilier est astronomique, parce qu'il y a eu un crash économique. Pour toutes sortes de raisons, on imagine donc qu'il y a un basculement de cette région vers un certain chaos, vers une certaine perte démographique plus ou moins brutale, qui pourrait être aussi due à des événements plus graves comme des épidémies. Bref, donc on se retrouve avec une Île-de-France avec 2 fois moins d'habitants, avec un arrêt des fournitures par l'importation alimentaire, par exemple, donc la nécessité d'assurer une autonomie alimentaire pour les habitants de l'Île-de-France, l'impossibilité de remplir son réservoir avec de l'essence puisqu'il n'y a plus d'essence, les pipelines sont arrêtés. Et donc, que faire voilà. Comment se reconstruire Comment se reconstruire énergétiquement et alimentairement. Alors voilà, il y a 2 gros volets. Il y a le volet énergétique et il y a le volet alimentaire. Ouais. Le volet alimentaire ne pose pas trop de problèmes puisqu'il y a beaucoup de terres fertiles en Île-de-France. Donc permaculture à fond autour de Paris. Permaculture à fond autour de Paris, maraîchage intensif, petites parcelles, micro-fermes, réhabilitation du cheval, du pastoralisme, des prairies. L'espace agricole évolue vers ce qu'il était finalement au début du XXe siècle. Parce que c'est très bien documenté. Paris avait une ceinture verte extraordinaire. Il y avait des productions de fleurs, il y avait des productions de lait, il y avait beaucoup d'élevage, il y avait des champignonnières. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour se nourrir et bien se nourrir en Île-de-France. Donc ce volet-là, finalement, n'était pas trop problématique. Le volet plus complexe, évidemment, c'est comment passer à ce sevrage énergétique, comment imaginer une Île-de-France autonome sur le plan énergétique. Et là, évidemment, ça passe par une décroissance profonde, en particulier de la mobilité automobile. Il n'y a pratiquement plus de véhicules individuels dans notre modèle. Il y a pratiquement 60 000 automobiles et véhicules plus ou moins collectifs comme des minibus ou des camions. Donc il y a 60 000 véhicules à moteur pour toute l'Île-de-France. Et qui sont alimentés comment en énergie Et qui sont donc principalement alimentés par des biocarburants, des carburants produits par la chaîne agricole locale, donc par des cultures ou des résidus de culture. Une fois qu'on a coupé de l'orge, de la luzerne, il y a des cultures qui vont être soit des fans et des déchets agricoles qui vont être utilisés, les déchets alimentaires aussi, puisqu'il y aura des filières de compostage systématique, et puis des cultures qui serviront aussi à produire ces éléments d'agrocarburants, mais qui seront totalement locaux et finalement assez peu utilisés, puisqu'il y aura, encore une fois, peu de possibilités de circuler avec des véhicules individuels, ça c'est sûr, et donc on utilisera parcimonieusement les véhicules pour transporter des passagers fragiles, etc. D'accord. Et sur le plan agricole, ça veut dire qu'on demande aux agriculteurs d'arrêter d'exporter leur production pour se mettre à produire des agrocarburants localement pour l'énergie et à faire de la permaculture et du maraîchage ? Tout à fait. Il y aura peu d'exportation, il y aura sûrement des échanges avec les régions limitrophes. On pourra importer du blé, par exemple, de la région centre, parce qu'il y aura moins d'habitants là-bas qu'en Île-de-France. On pourra aussi en exporter, parce qu'on aura peut-être encore des excédents, peut-être. Mais l'idée, c'est plus d'être dans un modèle d'exportation comme le modèle actuel, qui est complètement mondialisé aujourd'hui. L'Île-de-France s'inscrit
dans la mondialisation agricole. En fait, on envoie notre sécurité alimentaire à l'étranger. Majoritairement, oui. On envoie notre production à l'étranger. Voilà. Au lieu d'assurer notre subsistance. Oui, alors évidemment, on pourra continuer à faire aussi ça par solidarité, essayer de dégager des surplus pour continuer à exporter vers des régions qui pourraient en avoir besoin. Mais l'idée, c'est quand même, en effet, de modifier le système agricole pour qu'il soit plus local et plus diversifié, puisqu'aujourd'hui, on a pratiquement plus que des grandes cultures en Île-de-France, du blé, des betteraves, des cultures d'exportation très, très uniformes. Et l'idée, c'est de revenir à un modèle agricole beaucoup plus diversifié, encore une fois, comme c'était le cas au début du XXe siècle. Comment notre société qui est basée sur la croissance pourrait encaisser une décroissance planifiée sans s'effondrer ? Eh bien justement, comment encaisser une décroissance sans s'effondrer? En la planifiant, en se mettant dès aujourd'hui dans des exercices de prospective, comme nous l'avons fait pour la région Île-de-France, avec notre scénario Biorégion Île-de-France sans voiture à l'horizon 2050. C'est un exercice de prospective qui permet de proposer d'ores et déjà à des élus et à la région Île-de-France de faire de la prospective et d'imaginer un scénario de décroissance qui permettrait de ne pas s'effondrer. Donc, typiquement, le triangle de Gonesse au nord de Paris, aujourd'hui, on le destine à la bétonisation et à la construction d'un centre de loisirs avec une piste de ski. Typiquement, dès aujourd'hui, pour ne pas s'effondrer, il faudrait ne pas faire ce centre EuropaCity et expérimenter à l'échelle du triangle de Gonesse la création de micro-fermes, de centres de formation dans des nouveaux métiers agricoles, formation en low-tech, etc. Donc comment décroître sans s'effondrer? Eh bien, gouverner, c'est prévoir. Donc il faudrait sensibiliser nos élus, les gouvernements, à prévoir des sociétés plus sobres, plus locales, plus autonomes, plus résilientes et plus solidaires. Est-ce que la décroissance dont on a besoin pour amortir l'effondrement signifie forcément chômage de masse, baisse du pouvoir d'achat et austérité ? La décroissance, ça n'est pas l'austérité. La décroissance, ça n'est pas la récession. Ça, c'est la décroissance subie, la récession. Et l'austérité, c'est la situation actuelle. L'austérité va avec la société de croissance, alors que la dépense au profit des communs et des collectifs, ça, c'est le projet de la décroissance. La décroissance met en commun la dépense, alors que la croissance privatise la dépense. C'est l'individu qui consomme, c'est les entreprises qui accumulent du capital et qui font peser la dette sur la collectivité. Enfin, aujourd'hui, le système de croissance, il repose sur des dettes qui sont complètement absurdes finalement et qui entretiennent l'austérité. Donc l'idée de la décroissance, c'est de mettre en commun la dépense au lieu de la privatiser et de l'accumuler, comme c'est le cas aujourd'hui. On le voit à travers les grandes fortunes mondiales qui ont accumulé énormément de capital, d'argent par le biais de l'économie financière, qui ne fait que entretenir la dette et accumuler au profit d'individus cette dépense que la décroissance propose d'investir dans les biens communs. Est-ce que le travail en lui-même prend un nouveau sens dans un monde post-croissance ? Le travail et la réforme de la notion de salariat est au cœur du projet décroissant. Déconnecter l'activité du salariat était le projet d'un penseur, André Gortz, qui a beaucoup inspiré les décroissants. C'est de revaloriser le temps libre par la réduction du temps de travail, par le droit à la paresse, par la baisse de la productivité finalement.
moins produire pour moins travailler pour être moins productif et avoir plus de temps. Alors en quoi ça consiste ? Ça consiste à proposer aux individus de leur accorder un revenu de base, alors soit inconditionnel pour les plus pauvres, hein, on leur donnerait 500 € par mois de manière inconditionnelle, comme c'est le cas en Finlande à travers une expérience qui vient d'être pratiquée, qui permet aux individus de ne pas dépendre du travail pour survivre. Donc ça, c'est la première chose, c'est de proposer à chacun un filet de sécurité. Et la deuxième chose, c'est d'encourager l'activité dans les biens communs. Donc proposer un revenu complémentaire aux personnes qui débitumeraient, qui pratiqueraient le maraîchage, qui créeraient des épiceries locales, qui seraient vouées à la promotion de transports écologiques. Donc l'économie miserait sur ces activités en leur accordant un revenu, un peu comme aujourd'hui les intermittents du spectacle touchent une somme tous les mois parce qu'ils sont artistes. Bon, eh bien, les personnes qui travaillent à la réparation de la nature, par exemple, ou à l'entretien de biens communs, seraient aussi rémunérées, ce qui permettrait de redonner du sens à ces secteurs de l'économie qui seraient les secteurs de la réparation et des biens communs. Donc de les valoriser par la création de filières à la fois professionnelles et en dégageant des revenus pour ces personnes qui, en même temps, donneraient du sens à leur travail et progressivement orienteraient l'économie vers la production de sens, finalement. Dans l'ouvrage Le Petit traité de résilience locale, vous parlez d'une grande requalification professionnelle. De quel métier est-ce qu'on va avoir besoin pour nourrir cette transition écologique et décroissante ? Il y a plein de nouveaux métiers dans les low-tech, dans les basses technologies. Il y a beaucoup plus de métiers dans les basses technologies que dans les hautes technologies de l'énergie, par exemple. Le nucléaire crée très peu d'emplois, alors que des microcentrales hydrauliques ou bien des micro-unités de production donc de carburant à partir de l'agriculture locale, ou bien le maraîchage intensif, ou bien le transport à cheval par hippomobile, donc l'éthologie équine, donc dresser les chevaux d'une certaine manière, apprendre à appréhender les animaux, réparer des objets, bien sûr, ça c'est les métiers de la réparation seraient très importants, coudre, collecter les déchets, donc il y aurait des métiers de maître composteur, de chiffonnier. Le chiffonnier avait un rôle important dans les villes au XIXe siècle. À Paris, le chiffonnier a inspiré des poèmes et des écrits, parce qu'il avait un peu aussi un rôle de philosophe de coin de la rue, on pouvait discuter avec lui. Des métiers aussi modestes comme celui-ci, pour les personnes qui aujourd'hui sont les laissés pour compte de la haute technologie, qui n'arrivent plus à suivre, qui sont au chômage ou qui sont trop vieux, qui sont obsolètes, puisque on est tous rapidement obsolètes dans cette société. Les low-tech permettraient finalement de simplifier le système et de simplifier aussi une partie des activités professionnelles, travailler au profit de la simplification technique des sociétés. Qui, d'après vous, aujourd'hui, dans l'offre politique française, est à même d'incarner cette politique de la décroissance ? Y a-t-il... Il y a des partis politiques qui se disent décroissants. Il y a eu un moment où il y avait un mouvement des objecteurs de croissance qui a voulu se transformer en parti pour la décroissance.
Je ne crois pas qu'un parti politique pour la décroissance obtiendrait beaucoup de scores aujourd'hui. Et d'un autre côté, on ne voit pas du tout de figure politique mainstream actuellement en mesure d'accepter les idées proposées par la décroissance. Donc je dirais en gros personne, même si, encore une fois, le message est en train de faire son chemin. Bon, on l'a vu avec le Front de gauche, par exemple, dans son programme écologique, il y a presque des éléments de décroissance. Bon, je dis ça en toute neutralité, hein, et on aimerait bien aussi que les écologistes s'emparent des thématiques de la décroissance et cessent de tenir un langage de croissance verte. Les Verts, pour l'instant, qui pourraient être le parti le plus proche des idées de la décroissance, ne tiennent pas encore ce discours-là. Mais s'il devait y avoir des émergences politiques de la décroissance, ce serait plutôt, à mon avis, du côté de l'écologie politique. Qui n'est pas à la hauteur, d'après vous, aujourd'hui? Qui n'est pas à la hauteur, d'après moi, aujourd'hui, qui perd son temps à croire qu'avec des voitures électriques et de la finance verte, on va arriver à réformer la société. C'est une écologie molle, alors que la décroissance, c'est quand même une forme de radicalité dont je pense on a besoin, mais qu'il faut absolument expliquer et non pas imposer de manière dogmatique. Comment, d'après vous, la société civile peut soutenir cette initiative de décroissance? Je pense que la société civile est déjà mobilisée. Elle est mobilisée, on l'a vu, à Notre-Dame-des-Landes. Elle est mobilisée autour du projet de Europa City au Triangle de Gonesse. Elle est mobilisée à travers d'une myriade d'initiatives, y compris de coopératives, d'épiceries communautaires comme la Louve à Paris dans le 18e arrondissement. Il y en a d'autres qui se montent dans d'autres villes. Et toutes ces initiatives ne portent pas le nom de décroissance, peu importe, mais elles concourent à un modèle de société plus autonome, plus dans le débranchement. Donc la société civile est déjà mobilisée et elle va continuer à l'être en croisant toutes ces initiatives avec les débats en cours sur l'effondrement et avec les propositions de la décroissance comme politisation de la question de l'effondrement. Quelle vous semble être aujourd'hui la priorité pour amortir l'effondrement à venir? La priorité, c'est de permettre à des expérimentations de se faire, que ce soit l'expérimentation d'un revenu de base, comme c'est le cas en Finlande. Il faudrait pouvoir en France expérimenter à l'échelle d'un territoire le revenu de base. Il faudrait pouvoir expérimenter ce que serait une biorégion. Il faudrait pouvoir expérimenter un projet alternatif à la place d'un centre de loisirs au nord de Paris, pouvoir promouvoir les alternatives telles qu'elles sont proposées aujourd'hui autour du projet alternatif qui s'appelle Karma, qui est pour une autre agriculture sur le triangle de Gonesse. Ne pas bastonner les zadistes, mais au contraire, voir une ZAD comme aussi un lieu d'expérimentation créatif, autogéré, et donc au lieu d'envoyer les gendarmes soutenir ces interventions, ces lieux d'imaginaire et d'élaboration d'autres vies en commun, évidemment tant que ces modes de vie sont pacifiques. Bref, pour moi la priorité, c'est qu'au lieu d'interdire ces alternatives, comme c'est le cas aujourd'hui, non seulement elles sont interdites, mais elles sont réprimées, parfois dans la violence d'État, eh bien c'est de les favoriser, de les soutenir, d'oser expérimenter le rationnement énergétique et la carte carbone à l'échelle aussi d'un département, des choses comme ça. Pour moi, la priorité, ce serait de faire la démonstration par l'exemple que ces alternatives sont intéressantes, qu'elles peuvent fonctionner, qu'elles sont créatives,
Mais évidemment, ça ne va pas dans le sens de l'économie dominante. Bon, moi, si j'étais en mesure de gouverner, je proposerais donc de soutenir des expérimentations, de les aider, voire de financer des initiatives de résilience, par exemple de résilience locale, ce qui n'est pas du tout le cas. Et nous-mêmes, nous travaillons sans aucun financement. Nous produisons des films, des livres, des débats. On n'est absolument pas aidés pour ça.